Place maintenant à nos invités et je suis vraiment ravi de le recevoir sur France Maghreb 2, l'avocat franco-palestinien Salah Hamouri. On en a beaucoup parlé, évidemment, depuis qu'il a été une énième fois mis en prison pendant combien de temps? 8 mois. Salah Hamouri, bonsoir, bienvenue, bonjour. Bonsoir et merci à vous. Je suis honoré de te recevoir, Salah, ici dans nos studios. En exclusivité sur France Maghreb 2 avec Elsa Lefort, ton épouse, militante également, celle qui nous a tenus au courant de ce qui se passait te concernant, parfois dans un désarroi total, puisque n'ayant pas de nouvelles de toi, sachant pas où tu étais, parfois c'était compliqué et dur. Bonsoir Elsa et bienvenue. Bonsoir Christophe, bonsoir à toutes et à tous. Combien de temps cette nouvelle incursion, j'ai envie de dire en prison, sans aucune charge valable et retenue contre toi finalement, Salah? Cette fois-ci, j'ai passé 9 mois en détention administrative, encore une fois, sans jugement pour un dossier que je ne connais pas, un dossier qui est classifié discret. Et j'ai été expulsé le 18 décembre. Oui. Alors avant qu'on parle de ton cas plus personnel, Salah, est-ce que tu peux nous parler de la condition des détenus palestiniens dans les prisons, dans les geôles israéliennes? Les conditions de détention des prisonniers politiques palestiniens sont très difficiles. L'occupant israélien, il essaye tout pour casser la psychologie et la mentalité des prisonniers. Aujourd'hui, il y a 5000 prisonniers politiques dans les prisons israéliennes. Parmi eux, 200 enfants, des enfants de l'âge de 12, 13 ans, 14 ans, des femmes, des malades. Juste il y a une semaine, il y a un prisonnier qui est mort à cause de la politique de la négligence médicale des prisonniers. 214 prisonniers morts depuis 1967, 1000 prisonniers malades avec des maladies différentes qui risquent leur vie. Et de plus en plus, les années récentes, il y a de plus en plus de prisonniers morts à cause de cette négligence médicale. Les enfants, ils se trouvent dans des conditions très difficiles, isolés dans des sections. Pour eux, ils sont obligés de gérer leur vie quotidienne. Et aussi, les enfants, ils sont jugés dans les tribunaux militaires illégaux qui s'ouvrent sur les territoires occupés. Alors tout est fait pour briser et contrôler la vie des prisonniers. Alors Salah Hamouri, on rappelle que tu es franco-palestinien et que tu es resté pour beaucoup travailler sur place à Jérusalem, où tu as mis d'ailleurs ton expérience en tant qu'avocat pour justement défendre tous ces prisonniers politiques palestiniens enfermés, rappelons-le, sans aucune charge retenue contre eux. En tout cas, le principal concerné ne sait jamais pourquoi il est en prison. Ou alors on lui invente des trucs, des jugements rapides, sans aucun respect finalement des règles juridiques pour le coup. Et donc toi tu t'étais mis justement à les défendre. Comment ça s'est passé lorsqu'ils sont venus te chercher encore? C'était au mois de février dernier, c'est ça? C'était en mars, le 7 mars, j'étais à la maison. Ouais. Très tôt le matin, j'imagine. À 3h30 du matin, moi je dormais. Et c'était vraiment... ils m'ont arraché du lit, cette fois-ci ils ont cassé les portes. Et ils sont arrivés jusqu'au lit, ils m'ont arraché du lit, une unité spéciale. Ils m'ont mis contre le mur, ils ont fouillé la maison. J'étais menotté avec des menottes en plastique derrière le dos. Ils m'ont bandé les yeux. Ils ont bien sûr confisqué tous les enregistrements des caméras qui étaient dans l'immeuble où j'habite. Après j'étais pris, on a marché 10 minutes avec cette force spéciale jusqu'à l'arrivée dans les voitures blindées qu'ils attendaient un peu loin de la maison. Et donc tu as passé près de 8 mois en prison, parfois d'ailleurs pour très souvent isolé. Placé à l'isolement. J'étais transféré de la prison de Ofer. Là, j'étais dans une prison où on était 8 par cellule.
Et après, j'ai été transféré dans la prison de Hadarim, où on était isolés deux par cellule. Cette prison qui est déclarée comme une prison à haute Haute sécurité. sécurité, ouais. Et après, l'isolement total, c'était pendant la grève de la faim. C'est là où la pression de l'isolement total était utilisée par l'administration de prison pour essayer de casser la grève de la faim. Est-ce que tu t'attendais à ce qu'on arrive à ce qui s'est passé, c'est-à-dire à ton expulsion de ta terre natale? Aujourd'hui, on va le faire simple, ça là, tu n'as plus le droit de retourner chez toi. Vraiment, ils ont commencé ça en 2019-2020. Je me suis dit, peut-être c'est un coup de pression pour moi pour reculer. Je savais, je me suis dit, je veux résister à cette pression. Ouais. Mais jusqu'à le dernier moment, moi, ils m'ont pas dit que j'allais être expulsé. Officiellement, un jour avant mon expulsion, à 11h30 le soir, ils sont venus me chercher pour me dire qu'on va à l'aéroport. Jusqu'à la dernière minute, j'étais pas informé que j'allais être expulsé. Et comment tu as ressenti les choses à ce moment-là? Tu t'es dit, ça y est, c'est fini? C'est le sentiment de l'arrachement de ma patrie. C'est un sentiment très 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 dur. C'est là où j'étais né, c'est là où j'ai grandi, c'est là où j'ai tous mes mémoires, c'est là où je veux vivre avec ma famille. C'est là où je veux continuer mon combat. C'est la plus grande souffrance finalement par rapport à toutes ces années de prison que tu as passées, parce que c'était pas la première fois évidemment. Le pire qu'on ait pu te faire, c'est ça. Ouais, à mon avis, la déportation forcée que j'ai subie, ça fait 3 semaines presque, et c'était vraiment le sentiment le plus dur. C'est plus dur que la prison, le sentir que je ne vais jamais remettre les pieds dans ma patrie, dans ma ville, Jérusalem. C'est le sentiment que il me suit à chaque minute de ma vie. Et donc tu as effectivement donc été placé dans un avion et à ton arrivée à Paris il y avait beaucoup de monde ça là. Et il y avait notamment un auditeur qui était avec nous qui s'appelle Mérez. Bonsoir Mérez. Oui, bonsoir Christophe, bonsoir Salah, bonsoir Elsa, je crois qu'elle est là aussi. J'étais là à l'aéroport pour retrouver Salah après sa déportation. Parce qu'il faut arrêter de dire le mot expulsion, c'est pas une expulsion, c'est une déportation. C'est le mot qui convient à ce qui lui arrive. Je suis tout cœur avec Salah et sa famille. Et je ne veux même pas dire la douleur qu'il doit avoir de se faire expulser de son pays, de sa terre natale. Quand je l'ai vu sortir de l'arrivée, et j'ai vu comment il a perdu du poids, comment il avait un air d'une personne vraiment... et je me suis dit, il a vraiment souffert. Voilà. Ça fait des années, ça fait longtemps qu'il veut retourner dans son pays, et c'est son droit. Et normalement, personne ne devrait l'interdire. Et surtout pas l'État d'Israël qui, lui, fait l'apartheid sur la Palestine. Et je dirais, vive la Palestine et vive la Palestine libre. Merci Mérez. Alors c'est vrai qu'à ton arrivée, ça là, on a vu quelqu'un d'effectivement très fatigué et j'imagine encore très choqué de ce qui est en train de se passer, avec peut-être, j'imagine, un sentiment assez partagé entre, j'imagine aussi, l'envie de revoir ta femme, tes enfants, de revenir en France, mais en même temps ce sentiment d'arrachement qui était compliqué à gérer. C'était beaucoup trop d'émotions finalement d'un coup, Salah, lors de ton arrivée à Paris. Oui, c'est vrai. La nuit, elle était longue. J'ai été menotté à 11h30 le soir. Même dans l'avion, j'étais menotté, accompagné par la sécurité israélienne jusqu'à l'arrivée à Paris. 10 minutes juste avant, ils ont enlevé les menottes. C'était émouvant de voir tout le monde, voir la famille, les enfants, les sentiments aussi. Ils sont sortis d'un coup que moi, je suis là et je ne pourrai jamais revenir. C'est une nouvelle étape, mais tout est exprimé avec les larmes et en pleurant, quoi. Elsa, toi qui connais très bien Salah,
beaucoup mieux que nous. Tu es son épouse. À son arrivée à Paris, tu as vu un homme déchiré? Après, moi, on était assez raccord sur les sentiments, quoi. Il y avait vraiment la joie de se retrouver. Après, ça faisait 19 mois qu'on ne s'était pas vus. Parce qu'avant d'être en prison, il était interdit de voyager. Donc, nous, on ne s'était pas vus depuis 19 mois. Mais Rapport que toi, tu n'as plus le droit d'aller à Jérusalem depuis un petit moment déjà. Oui, depuis 2016. Ouais. Ouais. Et voilà, il y avait ce sentiment-là. Et puis, bien sûr, le sentiment que... Enfin, moi, à partir du moment où j'ai appris qu'il était dans l'avion, je pense que on vivait un truc, voilà, où je me suis dit, je l'imaginais lui et j'imaginais ce qu'il vivait et même je peux pas imaginer à quel point c'est douloureux d'être déraciné de sa patrie. Et effectivement, quoi, ce sont des émotions diamétralement opposées et voilà. Après. Nous, on est fiers de lui. Il est arrivé la tête haute comme il a toujours été. Il n'a jamais baissé les bras. Il a fallu qu'Israël l'expulse illégalement parce qu'il a toujours eu la tête haute. Donc, on est fiers de lui et il peut être fier de lui aussi. Est-ce que finalement, Salah Hamouri, Israël a gagné face à un résistant, limite un martyr, que pouvait être aussi Salah? Est-ce qu'Israël a gagné ou alors franchement, ça vous a redonné encore plus de force pour vous battre? Parce que vous nous dites, je pourrais plus jamais y retourner. Mais le plus jamais, enfin, jamais n'est pas français. Moi, comme je l'ai dit, pour moi, la Palestine, c'est pas une géographie. Pour moi, la Palestine, c'est une cause. Cette cause, que ça fait 22 ans maintenant que j'ai tout donné. Pour moi, l'endroit, il a changé, mais le combat, il continue. Même de loin. Même de loin. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a du travail à faire. Pour moi, le combat au niveau international, il est aussi important pour la cause palestinienne. Je sais bien à quel niveau c'est important de mener le combat depuis ici, la France et ailleurs dans le monde, pour le droit du peuple palestinien. Pour moi, le retour dans ma patrie, ça sera le but. Et pour ça, je lutterai tant que je pourrai. Oui, on a quelqu'un donc de résistant qui ne baisse jamais les bras en face de nous, Salah Hamouri sur France Maghreb 2 aujourd'hui. Finalement, comment tu vois la suite maintenant, Salah? Comment tu entends mener ton combat depuis la France, par exemple? Pour le moment, je fais une pause. Pause, ouais. Pour se reposer un petit peu. Pour retrouver les siens. Ouais, et après, je pense ça va commencer avec tout ce qui est tourné pour remercier les gens qui m'ont soutenu pendant les années et les mois de... Et ils sont nombreux. Et ils sont nombreux. Ouais. Pour les voir, pour les remercier, pour dire que le combat, et on va continuer ensemble. Chaque action qu'on peut mener, avoir une stratégie claire pour défendre le droit des peuples palestiniens, aussi travailler pas que en France mais au niveau européen et arabe pour recruter le plus possible du monde pour vraiment défendre les droits historiques du peuple palestinien et pour dire à l'occupant israélien que cette force occupante, elle n'est pas différente des autres qu'ils ont passés dans l'histoire. Il y avait la faim en Algérie, il y avait la faim en Afrique du Sud, et aussi il y aura la faim en Palestine. En Palestine, Inch'Allah. Est-ce qu'il y a eu une réaction française, je ne sais pas si Salah ou Elsa souhaitent intervenir là-dessus, est-ce qu'il y a une réaction des autorités françaises par rapport à ton expulsion de ta terre natale, Salah? Est-ce que la France s'est offusquée de ce qui s'est passé ou pas du tout? La France a publié un communiqué après la déportation de Salah pour condamner, je cite, l'expulsion de Salah. Maintenant, si cette expulsion, si cette déportation, elle a eu lieu, c'est aussi parce que la France n'a pas su agir avec vigueur au moment où il fallait, parce que c'est pas tout de condamner une fois que l'action est effectuée, une fois qu'on ne peut plus revenir en arrière, mais il fallait aussi mettre les moyens
suffisants pour que ça n'arrive pas et ils les ont pas mis. Et d'ailleurs, depuis la déportation de Salah, c'est silence radio de la diplomatie française. Ils ne nous ont même pas confirmé que Salah était dans l'avion. Moi, je l'ai appris par un tweet de la ministre israélienne de l'Intérieur. Ah oui, c'est hallucinant. Alors, mes camarades ici présents, Salah Hamouri et Elsa Lefort, ont des questions à vous poser, évidemment, beaucoup de questions à vous poser. Et encore merci d'être venu, Salah. Voilà, tu fais une petite pause dans tes retrouvailles avec ta famille. S'il y a au moins ça de bon et de vrai, c'est d'avoir retrouvé les tiens, tes enfants, ta femme, ta famille, tes proches, tes amis. Ils sont nombreux ici en France. Évidemment, le plus dur qu'on a pu te faire, c'est t'arracher de ta terre natale. Mais le combat ne fait que commencer. Tu as peut-être perdu une bataille, mais certainement pas la guerre. Et au nom de tout le peuple palestinien, aujourd'hui, voilà, c'est la résistance qui est le mot qui résonne le mieux aujourd'hui. Sur France Maghreb 2, ne bougez pas, on est de retour juste après la pub avec Nasser Lajili, avec les Melouli, Tarek Mami, Mehdi Chokri, qui ont des questions à vous poser, bien entendu, sur France Maghreb 2. Et je le redis encore une fois, la fierté que l'on a ici de te recevoir dans nos studios. Voilà. Leur fierté aurait été davantage présente et le plaisir, en tout cas, de te recevoir si évidemment il n'y avait pas eu cette expulsion. Mais bon, tu es là et on va en tout cas permettre aux auditeurs de te connaître, pour ceux qui ne te connaissent pas, de connaître ton combat. Tu as passé des années en prison pour des faits évidemment qui n'ont jamais été jugés ou valables, bien entendu. Ainsi va la grande démocratie, comme on aime l'appeler ici au Moyen-Orient. Restez avec nous sur France Maghreb 2 dans le LGF. Salah Hamouri, merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2 dans le LGF. Nos invités, Salah Hamouri, l'avocat franco-palestinien, quelques jours après son expulsion, sa déportation de sa terre natale. Évidemment, j'imagine que Jérusalem te manque déjà, Salah. Ah oui, à chaque moment, il n'y a pas... Je suis en contact avec tous les gens que j'ai quittés derrière moi sur place pour prendre des nouvelles. C'est sûr que l'endroit il manque, la vieille ville, mes amis, tout ce que je faisais, les journées, la nuit. La ville, pour moi, c'est une ville très très spéciale, Jérusalem. Malgré que tu vois l'occupant intensivement à Jérusalem, mais moi, Jérusalem, c'est une ville qui me donnait de la force, qui me donnait du courage, qui me donnait l'espoir. C'est parce que c'est une ville dans laquelle j'ai voulu vivre tout le temps. Alors, question de notre ami Mehdi, qui est un chroniqueur qui est avec nous, cheminot SNCF depuis Lyon. Question à Salah Hamouri et Elsa Lefort avec nous ici, Mehdi. Oui, eh bien, bon courage et bravo pour votre combat, Monsieur Hamouri. Vous êtes un exemple pour beaucoup de monde, notamment en France, et pas que sur la question palestinienne. Votre endurance dans le combat est à saluer. J'aimerais, alors pardon, je sais que la France vous a, comment dire, soutenu du bout des doigts et du bout des lèvres. Hein. Votre passeport ne vous a pas vraiment servi à grand chose en l'occurrence. Par contre, j'aurais aimé savoir quelles ont été vos relations avec l'autorité palestinienne, par exemple. Est-ce que vous aviez est-ce que vous avez reçu des personnages qui venaient vous voir pour organiser un peu votre défense au niveau purement palestinien? Quels ont été vos soutiens? Une bonne question. Au niveau palestinien, j'avais bien sûr le soutien populaire palestinien, de la population palestinienne, mais au niveau officiel, j'étais pas contacté par les autorités par l'autorité palestinienne. Ouais. Je sais qu'il y a du travail qui a été fait, mais je sais aussi c'est quoi le niveau que l'autorité palestinienne aussi elle peut faire. C'est quoi ses moyens. Alors j'attendais pas beaucoup de choses qui peuvent être faites par l'autorité palestinienne. Ouais. Nasser Lajili, question pour Salah Hamouri et Elsa Lefort ici avec nous sur France Maghreb 2. Alors moi j'ai pas de question en direct, mais déjà je voudrais féliciter Elsa Lefort qui a fait un travail remarquable pendant toute l'absence de Salah Hamouri, qui a jamais lâché, qui a toujours été présente dans ses actions.
Et je voulais te féliciter parce que c'est très important et on oublie souvent de remercier les personnes quand il le faut. Après, moi, j'étais inquiet quand j'ai vu Salah Hamouri sortir de l'aéroport parce qu'il était très fatigué et on a senti qu'il y avait quelque chose qui n'était pas habituel. Moi, ce qui me touche, ce qui me fait mal au cœur, c'est ce qu'il a vécu. Donc, on l'a sorti de son pays où il est né, où ses parents y habitent jusqu'à aujourd'hui. Ils habitent toujours en Palestine. Ils habitent toujours à Jérusalem. Oui. Et aujourd'hui, Salah Hamouri se retrouve dans un pays dans lequel il ne connaît pas forcément bien, parce qu'il a passé plus de 90% de son temps en Palestine. Aujourd'hui, l'État français, et je peux dire, certains politiques français le considèrent comme un terroriste, alors que c'est un résistant. C'est quelqu'un qui s'est battu pour que le peuple palestinien soit reconnu. Et je fais un appel aussi à tous les auditeurs et auditrices qui écoutent cette émission avec la présence de Salah Hamouri, que la cause palestinienne ne doit pas être abandonnée. Parce que, effectivement, avec le temps, depuis 2014, quand il y a eu l'attaque à Gaza et qu'il y a eu plusieurs morts, plusieurs milliers de personnes qui étaient décédées par rapport au bombardement à Gaza, des enfants, il y avait des femmes, énormément de Français qui étaient descendus dans la rue pour manifester, et c'était chaque samedi, comme ce qu'a fait les Gilets jaunes pendant plusieurs années, plusieurs mois. Et je voudrais juste dire à Salah qu'il est soutenu par énormément de monde. Et la vraie question que je me posais, c'est est-ce que vous n'allez pas écrire un livre, parce que c'est hyper important, de laisser une trace, de laisser une mémoire pour les prochaines générations, parce que effectivement, là, on arrive avec Benjamin Netanyahou qui revient au pouvoir. Avec un gouvernement des plus extrêmes droites de l'histoire d'Israël. Exactement, avec une ministre d'ailleurs d'extrême droite qui les ministres de l'Intérieur qui étaient très violentes à l'égard de Salah Hamouri en disant qu'on a expulsé un terroriste. Et vous imaginez l'image qu'on donne de la France, c'est de dire on vous renvoie vos citoyens français. Donc ça donne aussi des idées à ce gouvernement, le nôtre, de dire on pourrait faire la même chose avec ceux qui ont la double nationalité dans ce pays. Voilà, ce que Darmanin essaye parfois de faire. Ouais. Exactement. Donc vous avez le soutien. Après, moi, la vraie question, c'était de savoir, mais je pense que Mehdi l'a soulevé, les autorités. Moi, ce que j'ai aimé aussi dans le discours de Salah Hamouri, c'est que c'est le peuple palestinien qui l'a soutenu. Même si la Palestine est en crise politique, il y a un peuple derrière. Une petite aussi, un petit moment aussi de penser à Marwan Barghouti qui est aujourd'hui en prison, et je pense que tu as dû le croiser dans les geôles. Donc c'est hyper important qu'on parle d'eux, parce que plus on avance dans le temps et plus on a l'impression d'oublier la cause palestinienne. La question de Nasser, est-ce que tu as l'intention, peut-être pas maintenant, mais un petit peu plus tard, d'écrire un livre justement sur tout ce qui t'est arrivé? Je terminerai juste sur un truc, avant ta réponse, Salah. Vas-y, je t'en prie. Je voudrais aussi remercier toutes les villes qui se sont engagées sur la cause palestinienne et ceux qui ont eu le courage de mettre Salah Hamouri comme citoyen d'honneur. Sur cette question-là, je suis fier d'être Gennevillois, parce que je sais qu'à Gennevilliers, on l'a fait, Astin l'a fait, Asdin Taïbi, et plein d'autres communes qui l'ont fait aujourd'hui. Et j'espère qu'il y aura d'autres communes en France qui pourront amener des causes pareilles, et j'espère que Salah fera le tour de la France pour essayer de défendre la cause palestinienne et sensibiliser l'ensemble des citoyens français sur le conflit israélo-palestinien. Le combat de Salah Hamouri en livre, c'est pour quand, Salah? C'est sûr que je vais écrire un livre. Je ne sais pas si c'est le moment ou pas. Ouais. Pour moi, c'est vraiment le combat. Pour moi, il vient de commencer. Les 22 ans, du moment où j'ai reçu la balle à l'âge de 15 ans jusqu'à aujourd'hui, c'est un combat. Et pour le moment, du 18 décembre 2022, c'est un nouveau combat. Il y a un chapitre qui s'est terminé en Palestine. Il y a un nouveau chapitre de combat qui commence depuis ici. Et le livre, je sais que c'est important, parce que c'est pas parce que je veux écrire sur Salah. Ça, c'est une expérience que je voudrais donner aux gens. C'est de dire que on peut dire non. Dans la vie, même si tu payes cher le prix de tes convictions, tu peux aller au bout. Même si c'est cher, même si c'est fatigant, c'est dur pour toi, pour tes proches, pour ta famille, mais les valeurs de la résistance, les valeurs pour défendre les droits de l'homme, ça vaut le coup d'aller au bout
avec nos convictions. Je pense que le livre, c'est important pour moi dans ce cadre-là. J'ai une question rapide, Christophe. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as vu plusieurs pays, aujourd'hui arabes, qui ont signé des accords avec l'État israélien? La fameuse normalisation. Voilà, la normalisation, comme l'Arabie Saoudite, comme le Maroc, comme d'autres pays qui aujourd'hui, le Qatar. Et voilà, comment toi tu perçois la chose? Parce qu'il faut distinguer le peuple et le gouvernement. Et je pense que le peuple marocain est aussi un pays qui soutient d'ailleurs la cause palestinienne. Oui. C'était l'un des Plus premiers. que jamais. D'ailleurs, à chaque fois, quand il y a des causes qui sont injustes. Juste la précision technique juridique, ni l'Arabie Saoudite ni le Qatar n'ont normalisé officiellement à ce jour. Les pays normalisateurs à ce jour sont l'Égypte, la Jordanie. L'Égypte depuis très longtemps. Le Maroc. Non, mais ça c'est le premier flot. Et le deuxième flot, c'est le Maroc, le Soudan, les Émirats et Bahreïn, qui est dans le deuxième flot. Tous les autres peuvent entretenir de relations avec Israël, mais pas de normalisation dans le sens juridique du terme. Oui, ça la réaction par rapport à ces pays effectivement qui ont normalisé. Moi, je fais bien la différence entre les régimes et le peuple. On a bien vu ça au Qatar pendant la Coupe du Monde. On a vu la présence du drapeau palestinien à ce niveau-là. Ni les accords d'Abraham, ni les accords de normalisation avec le Maroc, ils vont donner la légitimité à l'occupation israélienne. Ces accords, ils sont faits pour une seule chose, que pour l'intérêt, et surtout un intérêt, c'est la sécurité de l'État occupant. Si les régimes qui ont fait ces accords ont les illusions que l'occupant israélien peut leur garder leur royaume un jour, ils sont dans les illusions totales. C'est seulement les peuples qui défendent leur patrie, leur terre. Et je pense les peuples arabes, ils continuent de refuser l'occupant israélien, refuser même les accords de normalisation. Et on a bien vu le soutien de tous les peuples pendant la Coupe du Monde. Absolument. Et d'ailleurs, il n'y a pas plus tard qu'il y a 2 semaines, il y a eu sans que personne n'en parle, au Maroc par exemple, le peuple qui s'est soulevé vis-à-vis de cette normalisation. On n'en parle pas évidemment, mais le peuple résiste. Et le peuple marocain, il faut le dire, et le rappeler ici, on ne le rappellera jamais assez, a été peut-être le peuple le plus nombreux et important, le premier à se mobiliser lorsqu'il s'agit de défendre la cause palestinienne. C'est ce qui est assez paradoxal avec les décisions de son régime. Tarek Mami, question pour Salah Hamouri et Elsa Lefort ici avec nous sur France Maghreb 2. Alors, si vous permettez, moi j'ai plusieurs questions, mais très rapides, parce que je voudrais qu'on fasse de la pédagogie, j'allais dire de la théologie politique, donc de la pédagogie. Salah Hamouri, vous avez passé combien d'années en prison en tout en Israël? En tout, j'ai passé 10 ans. 10 ans. Dans Est-ce que vous avez été condamné par la justice israélienne une fois? Alors il faut dire, le mot justice, ça n'existe pas, entre guillemets en Israël. C'est moi, le tribunal militaire en 2005 t'es obligé de plaider coupable pour que tu sois jugé. Pour moi, je ne cherche pas ma justice dans le cadre des tribunaux de l'occupant, parce que je sais bien que la justice israélienne, elle fait partie de système qui fait la pression sur mon peuple. Ce qui existe en Israël, c'est la justice pour les Israéliens et non pour les Palestiniens. Alors ce système juridique, il fait partie des moyens de pression sur le peuple palestinien, et c'est pas là où je vais aller chercher ma justice. Alors la présidente Bakat, que nous avions reçue sur France Maghreb 2, nous a expliqué que les Israéliens sont jugés par des tribunaux civils
et que les Palestiniens sont jugés par le tribunal militaire. Et elle nous a dit un mot sur ce qu'on appelle donc cette détention administrative. Est-ce que vous pouvez expliquer en quelques mots aux auditeurs de France Maghreb 2, c'est quoi cette détention donc administrative que vous avez subie à plusieurs reprises? La détention administrative, c'est une loi qui a été faite par le mandat britannique avant l'occupation israélienne, et les Israéliens ils l'ont repris pour appliquer sur les Palestiniens. C'est un ordre militaire du chef de l'armée qui donne le droit de donner un ordre militaire de 6 mois ou de 3 mois. Ou plus, ou moins, des fois 3, des fois 4, ça dépend. Mais ces 6 mois sont renouvelables. Tu peux passer des mois et des mois et des années dans cette détention. Cette détention, il n'y a pas de jugement. C'est un dossier qui est classifié et discret, qui reste entre le procureur militaire et le juge militaire. Et toi, en tant que prisonnier et ton avocat, tu n'as pas droit à accès à ce dossier-là. Et c'est un moyen de torture, parce qu'il y a des gens qui sont passés aujourd'hui jusqu'à 14 ans en détention administrative sans savoir pourquoi tu es en prison, c'est quoi les charges contre toi. Il n'y a pas de charge. Ça suffit d'un papier qui dit que tu es un danger sur la sécurité de l'État d'Israël. On te met en prison pour des mois et des années. Ouais. Salah Hamouri, on apprend tous les jours que quand il y a un soupçon à un attentat, je rappelle juste la parole du général de Gaulle en 1967, il dit les territoires sont occupés, demain se lèvera une résistance, on l'appellera terrorisme, c'est ainsi que va l'histoire. Donc on apprend que, par exemple, pas loin qu'avant-hier, les Israéliens ont démoli une maison de quelqu'un de soupçonné, et en plus, lorsque les Israéliens démolissent la maison, ils envoient la facture des frais des bulldozers à la famille. Et si la famille annonce à l'avance qu'elle n'a pas les moyens de payer, ils lui demandent donc de casser, de détruire sa propre maison en présence des militaires. C'est quoi cette autre partie de la répression qui s'appelle destruction des maisons, sur soupçon? Alors la destruction de maisons, surtout à Jérusalem, c'est une stratégie israélienne pour contrôler le terrain. À Jérusalem, par exemple, on voit tous les projets coloniaux qui visent de vider Jérusalem. Ça fait partie, ces stratégies de destruction des maisons, ça fait partie de vider Jérusalem de ses citoyens palestiniens. Il y a un plan qui est fait les Israéliens l'appellent le plan 30-30, c'est d'avoir une majorité israélienne à Jérusalem et une minorité arabe. Tout est fait pour appliquer ce plan, les destructions de la maison, les arrestations, les expulsions, mais aussi on voit de plus en plus des destructions en Cisjordanie, dans les zones C, pour, par exemple, il y a le plan de Khan al-Ahmar à côté de Jérusalem pour attacher plusieurs colonies ensemble. En fait, on retourne, tous ces projets retournent vers le slogan essentiel de mouvements sionistes à l'époque, que la Palestine, c'est une terre sans peuple pour un peuple sans terre. Tout est fait pour ce but-là. Alors, 2 autres petites questions, toujours courtes, pour la pédagogie de nos auditeurs, puisque beaucoup ne connaissent pas la situation au quotidien en Palestine. D'abord, cette destruction des maisons n'est pas une création israélienne. Elle aussi, c'est une création anglaise qui a été utilisée aux États-Unis lors de la révolution américaine pour son indépendance. Et déjà, les Anglais détruisaient les maisons chez les Américains et ça a été emporté. J'ai été, moi, comme journaliste, à plusieurs reprises donc en Palestine et en Israël. Et j'ai remarqué qu'il y a des routes, des autoroutes, qui ne sont empruntées que par les voitures israéliennes immatriculées, qui sont interdites aux Palestiniens. Comment se passe l'accès à ces routes? Alors,
il faut savoir que les colons qui vivent en Cisjordanie, ce ne sont pas les mêmes lois qui s'appliquent sur les gens de la Cisjordanie. Par exemple, le code civil israélien s'applique sur les colons qui habitent dans les colonies. Comme on a dit, par exemple, un colon qui tue, par exemple, un Palestinien, il passe devant un tribunal civil israélien, alors qu'un Palestinien, il va directement au tribunal militaire. Et on n'est pas en Cisjordanie, on n'est pas devant un apartheid. C'est pire que l'apartheid. On est devant un nettoyage ethnique, vraiment devant un nettoyage ethnique, parce que c'est vrai que y a des routes qui sont spéciales pour les colons, il y a des accès, il y a des routes où les Palestiniens n'ont pas le droit de passer sous des prétextes de sécurité, comme toujours. Mais à mon avis, la présence des colonies en Cisjordanie, plus la présence des rues spéciales colons, avec cette haute sécurité, aussi c'est fait pour finir le rêve d'un État palestinien. Alors Tarek, dans un instant, juste après la pub, pour la dernière question, ce qui vous concerne, parce que j'aimerais qu'on écoute aussi Akli, qui a des questions à vous poser, et on arrive déjà, malheureusement, presque au terme de cet entretien avec Salah Hamouri, qui nous fait le plaisir d'être avec nous, accompagné de Elsa Lefort, qui parle pas beaucoup aujourd'hui. Mais c'est... Pour Arlette, la Coupe du Monde ne te porte pas chance, mon cher Salah. À chaque fois qu'il y a une Coupe du Monde, tu te retrouves en prison. C'est quand même scandaleux, cette histoire. Tarek Babi, pour une toute dernière question avant d'écouter Akli. Une dernière question courte. Quel a été votre sentiment lors de l'assassinat de la journaliste Shireen Abu Akleh? Ah oui. Shireen, il faut le dire que c'est une proche de la famille. Moi, je connais personnellement, c'est la copine la plus proche de ma tante. Son assassinat, il était dur de voir, parce que je la connais personnellement, de dire que Shireen, je ne vais jamais la voir. Et aussi, on sait que l'assassinat de Shireen, les Israéliens, ils ont pensé qu'ils vont arrêter l'histoire, ils vont arrêter le travail de Shireen et le message qu'elle fait passer, Shireen. Un autre massacre israélien qui démontre à quel niveau la voix de Shireen, elle était importante. Et pour moi, il y a le monde de la presse, il lui manque quelque chose quand on a perdu Shireen Abu Akleh. Donc on va estimer que vous avez de la chance, surtout vos enfants et votre épouse, vous avez de la chance d'avoir été, excusez-moi l'expression, seulement expulsés et non pas tués sur place par accident ou par volonté. Oui, bien sûr. Dernière question. Vous êtes avocat franco-palestinien. Je suppose que vous allez vous installer aujourd'hui en France pour travailler comme avocat. Est-ce que vous vous projetez, est-ce que vous vous voyez comme avocat à la Cour pénale internationale avec votre expérience pour commencer à porter ce dossier, une autre bataille avec une autre méthode? C'est sûr que au début, je vous le dirai, que moi, après toutes les déclarations qui étaient faites par les Nations Unies et d'autres, moi, j'ai vraiment l'intention de porter mon dossier personnel parce que c'est un crime contre l'humanité, ma déportation. On a l'intention de poser le dossier au Cour pénale internationale pour que les personnes qui ont pris décision, ils payent le prix de cette décision. Moi, personnellement, j'ai pas encore décidé exactement où est-ce que je vais être. D'être à la cour pénale, un truc pas facile, mais pas impossible. Et pas impossible, voilà. C'est vrai. Akli Melouli.
Ça va être difficile après, Tarek, de poser plusieurs questions. Moi, je voudrais juste, si vous permettez, déjà saluer le travail, parce qu'on dit toujours derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. Saluer le travail d'Elsa, parce que pour elle, c'est pas facile. Elle a embarqué dans quelque chose qui n'était pas dans son histoire, et elle a accepté, et elle se bat, parce que quand il n'est pas là, c'est elle qui se bat quand même pour bouger les gens ici. D'ailleurs, et puis aussi avoir une pensée pour Chérine, parce que c'est vrai qu'on était quelques-uns à s'indigner, parce qu'elle avait quand même le gilet presse, c'était bien écrit en gros, alors qu'il y en avait qui l'avaient moins visible et qui ont seulement été blessés, ça a été l'indignation et le tollé général. Elle, on n'a pas beaucoup parlé, qui a pris une balle dans la tête. On se demande l'accident, comment... Question, moi, Cli. Voilà, et juste la question, oui, je venais. Ah oui, le temps est presse. Moi, ma question à LSM, c'est qu'aujourd'hui, comment tu comptes effectivement essayer de travailler et de mobiliser les gens pour justement qu'on arrête cet arbitraire et qu'on arrête aujourd'hui, parce que hier on disait qu'on dénonçait les terroristes. En France, il faut savoir que sous le régime de Vichy, ceux qui sont aujourd'hui des grands résistants étaient des terroristes parce qu'ils défendaient leur taille, défendaient des valeurs. Comme tu as dit sur la table, comment tu penses travailler avec tous les gens qui ont envie et comment les sensibiliser, parce que ce qui se passe dans les géoles israéliennes sur les enfants, personne ne dit rien, personne n'en parle. Donc comment on met en lumière tout ça, parce que si on veut la paix, à un moment donné, il va falloir, et puisqu'il va falloir arrêter la colonisation, il va falloir arrêter un certain nombre de choses, il va falloir arrêter l'arbitraire si on veut, parce que tant qu'on n'arrête pas l'arbitraire, on ne peut pas discuter de paix. Et donc, comment tu comptes effectivement sensibiliser? Est-ce que des témoignages, comment tu comptes faire le tour de France pour que justement les gens voient qu'il y a effectivement une réalité? On ne peut pas continuer à tourner la tête quand il s'agit des Palestiniens et s'indigner quand il y a d'autres. L'indignation ne peut pas être à géométrie variable, l'humanité ne peut pas être à géométrie variable. Ces enfants ont le droit de vivre, ils ont le droit d'avoir une démocratie, un État, et donc comment on peut faire pour travailler là-dessus? Moi, je pense que là, je vais commencer surtout à organiser la tournée, une grande tournée en France, pour parler de ce qui s'est passé avec moi. C'est pas de parler de moi, mais aussi de parler des autres qui sont toujours en prison. Pas seulement en France, je serai en Europe et dans le monde arabe aussi. Pour moi, dans mes plans aussi, il faut une stratégie claire pour organiser ce qu'on appelle le monde de mouvement de solidarité, qu'on soit unis, surtout et unis et pas divisés, parce que la Palestine aussi elle a besoin de ce mouvement. Alors sur des bases politiques claires, sur le droit du peuple palestinien, parce que je sais bien à quel niveau l'opinion publique peut mettre la pression sur les autorités, et je sais bien à quel niveau les Israéliens aussi ils ont peur de l'opinion publique en France et ailleurs. Et alors, Christophe, une dernière question. Comment les Palestiniens ont vécu le sommet arabe d'Alger, où effectivement cette question palestinienne qui avait été un peu oubliée s'est reposée et a été remise sur le tapis, même si on sait que c'est parfois des vœux pieux, mais comment le peuple palestinien a ressenti effectivement que cette question elle était encore centrale et qu'elle a été reposée dans le cadre des sommets arabes, en disant on ne peut pas laisser le peuple palestinien comme ça, quoi. Cette sommet à Alger, elle était un peu différente des récentes. La cause palestinienne, elle était posée, mais le problème que les gens, le peuple, ils n'ont pas très espoir dans les paroles de la Ligue arabe, parce qu'il n'y a rien il y a pas de retour, c'est que des déclarations, il n'y a pas des faits qui sont faits pour le peuple palestinien. Ça en un mot. Non mais on n'a plus le temps là, je suis désolé, on n'a vraiment plus le temps. Vraiment, 5 secondes, c'est 5 secondes de plus. Est-ce qu'il y a des organisations israéliennes de droits de l'homme qui sont à côté de vous? La société israélienne est de plus en plus à l'extrême droite. Il reste quelques associations qui soutiennent le droit du peuple palestinien, mais ils sont vraiment de moins en moins, parce qu'on voit la société israélienne et ça s'exprime dans les dernières élections. Merci à vous. Salah, un dernier mot, mais vraiment très rapide, si tu devais, et oublie qu'elle est là, parler de Elsa, ça serait quoi le mot qui te vient en tête? Combattante, militante. Merci beaucoup. Merci. Salah. À très vite, et on suivra, si tu le veux bien, ton combat, tes combats et ta manière de faire. Si tu veux bien, ici la porte est grande ouverte quand tu veux pour justement parler d'une visite quelconque dans une ville de France ou d'ailleurs. Merci beaucoup Elsa. Merci Christophe, merci à toutes et tous. Et à très vite.